Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Avec moi pour commenter l'actualité médiatique de la semaine, le retour de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Vers une macro-nationalisation de la presse. Lors d'une rencontre avec quelques journalistes, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un contrôle étatique de la presse, orwellien. Mediapart, une perquisition et des questions. Après que Mediapart ait révélé de nouveaux enregistrements mettant en cause Benalla et Macron, le média dirigé par Edoui Plenel a été visé par une tentative de perquisition pour le moins hallucinante. Bilal Hassani, idole médiatique malgré tout. Le représentant de la France à l'Eurovision en 2019 a été accusé d'avoir rédigé des tweets contre Israël et en soutien à Dieudonné. Malgré tout, le youtubeur homosexuel d'origine marocaine continue à recevoir le soutien des médias. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a reçu dans son bureau plusieurs journalistes pour un entretien libre, en off, pour évoquer donc l'actualité. Et durant cet entretien, il s'est dit inquiet du statut de l'information et de la vérité dans notre démocratie. Alors il y avait plusieurs journalistes qui étaient présents, Le Figaro, Paris Match, BFM TV, Le Point, etc. Mais seul celui du Point a sorti les propos d'Emmanuel Macron sur une possible mise sous tutelle étatique des médias. Ces propos, les voici. Le bien public, c'est l'information. Et peut-être que c'est ce que l'État doit financer. Il faut s'assurer qu'elle est neutre, financer des structures qui assurent la neutralité. Que pour cette part-là, la vérification de l'information, il y ait une forme de subvention publique assumée avec des garants qui soient des journalistes. Alors Jean-Yves, quand on entend ces propos, eh bien on peut se poser quelques questions, voire même s'inquiéter. On se pince, parce qu'il n'y a pas d'information neutre. Il peut y avoir une information factuelle qui correspond à des faits, mais il n'y a pas d'information neutre. Pourquoi ? Parce qu'une information, c'est quelque chose dont on souhaite parler, un fait dont on souhaite parler. Il y a les faits dont on ne souhaite pas parler. Et donc, il y a déjà, dans le fait de parler d'un fait, il y a un choix qui n'est pas neutre. C'est pas neutre non plus l'angle par lequel on aborde la question. Encore une fois, on peut être objectif, essayer de ne pas mentir délibérément. C'est pas toujours le cas dans les médias, faut bien le dire. Mais on ne peut pas être neutre. Neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce serait le point de vue de Macron qui serait au-dessus de tous les autres et qui devrait s'imposer. Ça s'appelle le totalitarisme, ça s'appelle la dictature Macron. Et je crois vraiment que notre pays est en train d'évoluer vers une dictature Macron, vers une macroncrature, et c'est extrêmement préoccupant. Alors c'est d'autant plus inquiétant qu'effectivement cette sortie sur le contrôle de l'information, la neutralité de l'information, eh bien, il s'inscrit dans un contexte qui est par exemple celui du vote à l'Assemblée nationale, bien d'une loi contre les fake news. Donc il y a quand même quelque chose un mouvement de fond, on va dire, politique de la part de Macron. Alors, il y a un mouvement de fond. Là aussi, les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, supposent qu'il y ait des vraies nouvelles, c'est-à-dire qu'il y ait une vérité. Voilà. Eh bien, non, il n'y a pas non plus de vérité dans le domaine de l'information. Il y a la confrontation de points de vue. Par exemple, vous pouvez dire que l'immigration est une chance pour la France. C'est pas une fake news, c'est une opinion. Mais vous pouvez dire aussi que l'immigration est un fardeau pour la France. C'est pas davantage une fake news, c'est une autre opinion. Et comment peut-on atteindre la vérité ? Eh bien, par la confrontation des points de vue. Et la loi fake news vise à aller vers une vérité officielle, celle de la dictature Macron. Alors, cette sortie sur le contrôle étatique des médias potentiels, eh bien, a étonné en haut lieu, puisque le directeur du Point, Étienne Gernel,
a écrit un édito titré « Macron ou la tentation de la Pravda », dans lequel il écrit « On le lit, on le relit et n'en revient toujours pas. Vous ne rêvez pas, le président de la République propose que l'État rémunère certains journalistes. » Pour lui, eh bien, il s'agit tout simplement d'un programme de tutelle. Évidemment, poursuit-il, en lisant ce compte-rendu des réflexions présidentielles, on songe à 1984 de George Orwell. Et le patron du Point conclut en déclarant « Nous n'accepterons pas au Point la tutelle, même partielle, même bien habillée, de quelque organisme que ce soit. » Alors Jean-Yves Le Gallou, on voit que le patron du Point a une position très forte. Oui, alors ce qu'on voit surtout, c'est comme vous l'avez souligné, Nicolas, au début de ce point de vue, de ce débat, c'est qu'il y avait plusieurs médias représentés à cette rencontre avec Macron. Le Figaro, qui appartient à la famille Dassault, BFM TV, qui appartient à Drahi, Paris Match, qui appartient à Lagardère et surtout au Qatar. Tous ces médias ont choisi de taire les révélations du président Macron, pourtant particulièrement inquiétantes par rapport à la liberté de la presse et à la liberté d'information. Le seul qui en parle, c'est Le Point. C'est pas tout à fait un hasard. Le Point, ça appartient aussi à un oligarque, Pinault. Mais il se trouve que c'est un oligarque qui est en mauvaise relation avec Macron, y compris à l'époque où Macron était le ministre ou le secrétaire général adjoint de l'Élysée du temps de Hollande. Et donc, on voit bien que les médias dont les patrons sont proches de Macron, Drahi, Dassault, Lagardère, le Qatar, ils se taisent parce que les journalistes n'ont pas le droit d'en parler, et que le seul média qui en parle, c'est le média dont le patron, Pinault, qui est un oligarque par ailleurs, mais qui est un oligarque en mauvais termes avec Macron. Voilà. Passons au zapping. Azouz Bega, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est bizarre, ça fait depuis 1990 qu'on est 5 millions. On n'a fait aucun enfant, aucun autre immigré musulman nous a rejoints. Non, mais c'est ça qui fait monter les populismes. Nous sommes dans un monde de migration. Je ne crois pas du tout aux gens qui font des murs. Ça marche pas. Ça marche pas. Il posait la question, est-ce qu'on a fait aucun enfant? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce qu'il n'y a eu aucun musulman en plus depuis 1990? Sachant que la majorité des immigrés viennent des pays musulmans, oui, il y a un problème. Je connais des citoyens français qui peuvent être de religion musulmane et qui ne posent aucun problème. Le problème... Moi, je suis pour qu'on puisse intégrer les frères musulmans, les intégrer politiquement, les mettre, les emmener au pouvoir non peut-être, j'en sais rien, mais qu'ils soient présents sur l'échiquier politique. Parce que une des erreurs que nous avons fait et que continuons à faire partout, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui dit de toute façon, heureusement, donc on va te mettre en prison, heureusement d'ailleurs, heureusement que Nasser est là. Non. Vous êtes celui qui avait caché les otages au moment de l'attaque du supermarché Cacher. Je m'appelle Lassana Batiri. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi. Aujourd'hui, je vois l'extrême droite monter partout en Europe. Je ne peux pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, je m'engage aux côtés de Yann Brosse. L'idée, c'est d'aller se recueillir auprès des 7 hôtels, de chacun de nos hôtels, et de laisser un encens. De prier pour chaque culte et pour chacun de nos ancêtres. L'idée du Nouvel An, en fait, ce n'est pas les festivités comme en Europe, où on passe minuit et on fait éclater les cotillons. C'est plutôt effectivement un moment de recueillement et un moment de regroupement de toute la famille. Et je veux dire, on n'a pas élu des députés En Marche. On a donné le pouvoir à Emmanuel Macron. C'est une nuance importante. Je pense qu'une chèvre aurait eu l'étiquette En Marche, elle aurait fait 20%. Quand je vois comment ils se comportent, d'ailleurs pire, quand je vois comment ils ne se comportent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent à l'Assemblée, je le dis ici, ils votent, je vous prends on va en parler, la loi anti-casseurs, ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils peuvent débattre. Revenir sur l'arrestation et la détention de Baptiste Desmontiers et de Pierre Caillé. Salut à tous les deux. Salut. Ça va? Ça va. Bon. Moi, je tourne avec un téléphone. Ouais. Pas avec Donc vous dites que vous êtes touriste? On dit qu'on est touriste parce que, effectivement, il faut le dire, on est rentré dans le pays, on a fait le choix de rentrer sans visa de presse. Il y a écrit, en fait, service d'intelligence et de contre-intelligence. Donc on comprend qu'on n'est pas dans un poste de police lambda. Ouais. Et peut-être ça peut durer un peu. Mais à ce moment-là, on pense que ça va durer quelques heures.
journalistes en France ne sont pas au service du pouvoir et des puissants, mais qu'on essaie de raconter les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit. L'Italie ne reconnaît pas Guaidó parce que nous nous opposons absolument au fait qu'un pays ou un groupe de pays puisse déterminer la politique intérieure d'un autre. Cela s'appelle le principe de non-ingérence et ça a été reconnu par les Nations Unies. Il fallait que je me sauve de ce pont pour pouvoir respirer. Et donc je perds mon mari de vue. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je le revois au bout d'un quart d'heure. Il revient vers moi. Et je lui demande si ça va. Il me dit oui, ça va. Mais je viens de faire une bêtise. Je viens de taper deux flics. Selon elle, Christophe Détinger aurait été témoin de violences de la part des deux gendarmes. Si mon mari a réagi comme ça, c'est qu'il a vu une injustice devant lui. D'accord. Il a vu une femme matraquée au sol. Il n'a pas tapé l'uniforme, il n'a rien contre la police. Bon, comme toujours, zapping très riche. Alors, M. Macron nous explique « je ne crois pas au mur ». Je ne crois pas au mur, mais enfin, il croit quand même à un mur de garde mobile, de gendarmes mobiles pour le protéger dans son bunker de l'Élysée. M. Macron ne croit pas au mur, pas plus que M. Soros, mais M. Soros entoure sa propriété de murs. M. Macron ne croit pas au mur, pas plus que Mme Hidalgo, maire de Paris, mais la Tour Eiffel est entourée d'un mur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand il n'y a pas de frontières extérieures, eh bien on multiplie les frontières intérieures. Voilà, c'est ça la réalité. Et il a beau faire le beau pour nous dire qu'il ne croit pas au mur, la réalité, c'est qu'il vit derrière des murs. Alors il y a une scène que je trouve quand même extrêmement préoccupante. C'est ce que vous avez pris sur la chaîne parlementaire LCP, où on voit quelqu'un nous dire mais il faut permettre aux frères musulmans d'accéder au pouvoir, etc. Bon, frères musulmans qui sont quand même considérés dans certains pays comme une organisation terroriste. Et cette femme qui prend la parole pour défendre les frères musulmans, bon, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une députée. Une députée En Marche. Une députée du Cotentin. Une députée du Cotentin, voilà. Et le Carteret, toute cette région de France enracinée, ils sont représentés par cette femme proche des frères musulmans. Qui peut-être pas proche, mais qui en tout cas qui les défend. Ouais, voilà, qui les défend. Je voyais pas les Normandes comme ça entre nous. Enfin, ça a beaucoup changé. Bon. Je dirais tout de même à la décharge de ces braves Normands, c'est qu'elle n'a été élue qu'avec 20% des inscrits. Enfin, bon, malgré tout, elle a été élue. Voilà. Bon. Ensuite, on voit que Bathily, qui était le héros fabriqué à l'occasion de l'attentat de l'hypercachère, fabriqué par les médias, eh bien, se retrouve en soutien de la liste de M. Yann Brossat, communiste donc. Communiste. Il faut dire qu'il est employé de la ville de Paris et que M. Brossat est lui-même employeur à la ville de Paris, puisque c'est l'un des adjoints de Mme Hidalgo. Bon, enfin, tout ça est quand même un peu douteux. Voilà. Brut fait, je trouve, un assez joli reportage sur le Nouvel An chinois, qui est une fête à la fois familiale, un petit peu aussi, c'est une sorte de paganisme oriental, la religion chinoise, où on pratique le culte des ancêtres. Et là, c'est présenté de manière positive, parce que comme ça concerne les Chinois, donc des non-européens, on peut présenter leur culte de manière plutôt sympathique, mais pourquoi pas. Scène terrible, l'agression de Vincent Lapierre, parce qu'on a dit que les Gilets jaunes avaient agressé les journalistes, ce qui a pu arriver certaines fois. Mais c'est rien à côté de ce que subit Vincent Lapierre, qui, à chacune de ses sorties maintenant, est agressé par les antifas, que la police connaît, que la police n'interpelle pas. Ce qui est bien là, c'est qu'on voit que Lapierre est défendu par des Gilets jaunes, et ça c'est assez satisfaisant. Lapierre, c'est un vrai journaliste. Il fait des vrais reportages de terrain, il fait de la vraie investigation, et évidemment, on lui casse la gueule et ça ne choque personne. Voilà. Mais c'est un homme courageux et qui fait un très bon travail.
Dernier point, bah oui, chers amis internautes, nous avons rendez-vous le 18 février avec vous pour la 10e cérémonie des Bobards d'Or. Donc il est encore temps de s'inscrire, il est encore temps de voter, parce que tout de même, les journalistes ont bien menti au cours de l'année passée. Ils méritent votre vote pour que vous sélectionnez les meilleurs. Donc rendez-vous sur le site Bobards d'Or. Très bien, et donc n'hésitez pas à consulter le site bobardsdor.fr dont l'adresse s'affiche à l'instant sur vos écrans. Et nous, de notre côté, nous allons passer au deuxième sujet, Mediapart, une perquisition et des questions. Ce 31 janvier, Mediapart a publié des enregistrements mettant en cause Benalla, Vincent Crase et Macron. Dans cet article, dans ces entretiens, eh bien, on apprend que Benalla a enfreint son contrôle judiciaire, qu'il revendique le soutien du patron, donc il faut comprendre Emmanuel Macron, et qu'il serait également impliqué dans un contrat avec un sulfureux oligarque russe. Donc autant de révélations qui ont permis à Mediapart de frapper un grand coup médiatique, et leurs journalistes, notamment Fabrice Arfi, étaient sur tous les plateaux de télévision pour expliquer tout ça. Alors Jean-Yves, sur le travail de Mediapart déjà, on voit que c'est quand même un travail d'investigation intéressant. Oui, alors Mediapart, c'est une sorte de canard enchaîné en ligne. Le canard enchaîné, ça avait un peu vieilli. C'est un organe qui sort des affaires, entre guillemets, qui avait beaucoup opéré. Les canards enchaînés, d'ailleurs, sur Fillon. Bon, mais Mediapart, un peu plus moderne, et c'est en ligne. Mais ce qu'on appelle en fait le journalisme d'investigation, c'est quand même essentiellement un journalisme qui consiste à avoir des fuites, des informateurs, soit dans les milieux policiers, soit dans les milieux judiciaires. Et donc là, Mediapart a sorti ça parce qu'il y a quelqu'un dans l'appareil d'État, côté police, côté justice, je ne sais pas, qui a balancé. Et est-ce que ça serait symbolique d'une espèce de guerre entre une certaine partie de l'État et Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir de là-dedans ? Il est probable qu'une partie de l'appareil d'État n'a pas beaucoup apprécié la promotion de Benalla et de Crase en dehors de toute filière régulière et avec des comportements qui ont déplu. Donc oui, effectivement, il y a probablement quelque chose de ce côté-là, oui. Alors, ce qui a suivi cet article, c'est une tentative de perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire qui a eu lieu donc à 11h10 le lundi 4 février, 5 jours après la publication de ces révélations. 2 procureurs et 3 policiers se sont présentés devant les bureaux de Mediapart et ont tenté de perquisitionner le média. Vu que c'était dans le cadre d'une enquête préliminaire, Mediapart avait le droit de refuser la perquisition, ce qui a été fait. Mais reste que ça a été noté comme un événement rarissime et qui a eu lieu notamment alors que Edoui Plenel était absent puisqu'il était au tribunal dans le cadre d'une autre affaire. Écoutez sa réaction au micro de Quotidien. Le parquet, en ordonnant cette perquisition, savait bien sûr que moi, je n'étais pas à Mediapart, puisque nous avions dit que je serais à l'audience. Vous pensez qu'ils ont fait exprès ? Je ne sais pas, mais ils auraient pu se dire, attendre que le directeur soit là quand même. Le Monde a publié un article, les questions que pose la tentative de perquisition à Mediapart. Dans l'article du Monde, on apprend que le parquet de Paris a ouvert de sa propre initiative une enquête préliminaire. Fabrice Arfi déclare au Monde que jamais à Mediapart nous n'avons eu de perquisition, même pas dans l'affaire Bettencourt. Alors, il n'y a pas eu de plainte ni d'Alexandre Benalla ni de Vincent Crase. L'ouverture de l'enquête a donc été motivée par la réception d'éléments portés à la connaissance du procureur par Matignon suite à des questions d'un journaliste de Valeurs Actuelles. Donc quelque chose de quand même très obscur. Et résultat, puisque ça a été quelque chose qui a été vu comme complètement hallucinant, eh bien les journalistes de Mediapart ont été furieux et ont convoqué une conférence de presse. On le voit par exemple dans cet article du Monde, à Mediapart, une perquisition avortée et contestée. Une conférence de presse de laquelle est sorti un élément, c'est que cette perquisition avait une nature politique. Jean-Yves Le Gallou, est-ce qu'on peut considérer que cette tentative de perquisition avait cette nature de vaguement ou profondément politique ? Je crois que la tentative de perquisition avait pour but de trouver qui avait donné les éléments.
Donc de régler le compte à la personne qui avait donné les éléments. Il se trouve que depuis très longtemps, depuis la loi de 1881 sur la presse, donc on est quand même une loi qui a 140 ans, qui est considérée comme une loi fondamentale de la liberté en France, il y a la protection des sources journalistiques. Voilà. Bon. En l'occurrence, ce type de perquisition avait précisément pour but de supprimer la protection. Officiellement non, mais bon, officiellement non, mais en réalité oui, de supprimer la protection des sources journalistiques. Donc on comprend que les gens de Mediapart aient réagi. C'est des gens qui ont une bonne culture médiatique, qui ont une bonne culture politique. Plenel, c'est un ancien trotskiste, etc. Donc ils ont la niaque pour refuser une perquisition qu'en l'occurrence, ils pouvaient refuser, puisqu'on était dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet, et non pas dans le cadre d'une instruction avec un juge d'instruction ou avec une décision d'un juge de la détention et des libertés. Donc ils pouvaient le faire, ils l'ont fait, c'est des politiques, c'est des combattants politiques à côté de l'aspect médiatique des choses. Ce qui reste quand même, c'est une volonté de prise de contrôle des médias qui est tout à fait inquiétante. Alors, c'est assez curieux cette affaire de prise de contrôle des médias par Macron. Parce que les médias, globalement, ils lui sont idéologiquement favorables. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut qu'il lui soit soumis à ses intérêts particuliers. Et il est évident que l'affaire Benalla, derrière l'affaire Benalla, il y a des choses à cacher. Alors je ne sais pas si Macron a des choses à cacher. Je ne sais pas si ce sont des choses privées, je ne sais pas si ce sont des choses financières, je ne sais pas. Mais il y a forcément des choses à cacher. Il y a un loup dans l'affaire, il y a un loup. Et là, Mediapart a l'air bien parti pour essayer de le soulever, parce que ça a l'air d'être une guerre à mort entre les deux parties. Et puis, à côté de cette perquisition, il y a eu l'inquiétude de nombreux journalistes, a titré Le Point, avec un communiqué signé par plusieurs sociétés de rédaction de médias. Donc il y a eu un soutien quand même massif de la part des rédactions médiatiques. Encore une fois, c'est assez logique, puisque c'est la mise en cause d'un principe de protection des sources qui a 140 ans. 140 ans. Presque 150 ans. Donc on comprend quand même qu'il y a un certain souci de protection d'une loi protectrice. Oui. Passons au tweet. J'inciterai d'abord nos amis internautes à aller voir sur le site de Logim le très bel article qui a été fait sur Soros, enfin pas sur Soros en général, sur la volonté de Soros de perturber, déstabiliser le gouvernement et la majorité polonaise. Il s'est fait virer de Hongrie, maintenant il essaye de se venger sur la Pologne. Via les médias. Via les médias, bien sûr. Alors, en dehors de ça, il y a beaucoup de choses intéressantes. D'abord, il y a l'affaire de la couverture des Inrocks, qui promeut
Raphaël Glucksmann, c'est normal. C'est un journal de bobos qui parle à des bobos et qui leur vend un bobo. Donc il n'y a rien d'anormal à ça. Simplement, il y a une petite manipulation d'image, puisqu'il y avait sur la veste de Glucksmann un logo d'une entreprise de vêtements très cher, Canada Goose, et donc on le supprime, on modifie l'image. Ça fait moyennement prolo, donc pour un héros de la gauche... oui, mais c'est de la gauche bourgeoise quand même. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune image n'est sincère. Et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué le directeur des Inrocks en disant bah oui mais on a supprimé, ça nous gênait, on fait ça sur toutes les couves parce que c'est plus facile. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs France Télévisions quand ils avaient supprimé la pancarte Macron, la partie Macron dégage de la pancarte. Ben les images sont fausses. Ça c'est une chose qu'il faut retenir. Les images des journaux télévisés, les images des unes de presse, tout ça c'est trafiqué. Voilà. On est et ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que rien n'est exact, quoi. Alors, plutôt que de chercher la neutralité, je dis ça pour M. Macron, on devrait chercher l'objectivité, on devrait arrêter ces pratiques. Alors, je vais encore donner presque un petit coup de chapeau à Fake News, de Libération, parce qu'ils font quand même un travail qui est plutôt meilleur que ce que peut faire le Décodeur du Monde, c'est pas difficile, ou l'AFP Factuel, c'est pas difficile non plus, mais ils reconnaissent qu'ils touchent 245 000 euros. Dollars. Oui, mais l'euro, c'est plus. 245 000 dollars de Facebook pour faire le travail, entre guillemets, de contrôle de l'information. Eh ben, nous, on aimerait bien avoir 245 000 dollars de Facebook pour faire le travail qu'on fait. Et comme on les a pas, eh bien, on vous demande, chers amis internautes, de soutenir TV Liberté et d'envoyer vos dons parce qu'on n'a pas l'argent de Facebook, ni de l'État d'ailleurs, ni de personne autre que celui des donateurs. Dollars ou euros Dollars, oui, on accepte les euros, il n'y a pas de problème, on accepte les euros, vous avez raison. Bon. Et même les livres sterling, oui, non, il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi quelque chose de tout à fait intéressant sur la manière dont fonctionne l'appareil de propagande. Il y a eu, vous le savez, un incendie dramatique dans le 16e arrondissement avec 10 morts. Un certain nombre de médias, dont le Parisien, ont choisi de médiatiser une des victimes, une architecte algérienne présentée comme ayant beaucoup de qualités. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, la malheureuse est morte brûlée. Mais là où on est un peu mal à l'aise, c'est qu'on choisit parmi les victimes qu'on met en avant une victime d'origine étrangère. Et dans le même temps, on cache que l'incendiaire, Aïssa Boularès, est d'origine étrangère. Alors, en fait, manifestement, si l'on en croit ce qu'ils disent, c'est une folle. Donc le fait qu'elle soit folle, là, en l'occurrence, c'est plus déterminant que le fait qu'elle soit étrangère. Mais que d'un côté, on choisisse une victime étrangère et que de l'autre côté, on camoufle le fait que l'incendiaire soit étranger, bah, ça s'appelle quand même une opération de propagande. Voilà. C'est là qu'on voit la force du système, c'est que le moindre événement, c'est neutre. Un incendie criminel par quelqu'un qui est en trouble psychiatrique, c'est quelque chose qui devrait être neutre. Eh bien non, c'est quand même utilisé par l'appareil de propagande. Dernier point, je trouve particulièrement inquiétant, c'est que le fait que 2 salariés d'Amazon ont été virés simplement parce qu'ils avaient pris position sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois d'ailleurs, pour les Gilets jaunes. Virés pour délit d'opinion, ce qui est pénalement interdit, du moins en théorie, mais là, il n'y aura jamais, le procureur, il ne va pas se saisir de cette affaire. Il n'y aura pas de perquisition. Il n'y aura pas de perquisition chez Amazon, là, on peut faire confiance. Bon. Mais c'est la mise en place de l'interdit professionnel. Vous savez qu'il y a des professeurs d'université à qui on interdit d'intervenir parce qu'ils sont intervenus dans des endroits politiquement incorrects. Vous savez que Romain Espinot, le porte-parole
de Génération Identitaire a été viré du Crédit Agricole. On n'a pas reconduit son contrat. On n'a pas reconduit son contrat, etc. Donc on a la mise en place d'interdits professionnels. Et ça, c'est très important parce que quand on dit, quand moi je parle de la dictature Macron, de la macroncrature, il y a des petits tweetos politiquement corrects qui disent, mais enfin, vous n'êtes pas en prison, etc. Bien sûr. Mais dans la dictature, il n'y a pas que la prison. Oui, des gradations. Il y a des gradations. Oui. Et honnêtement, le national-socialisme à ses débuts, ou l'Union soviétique à sa fin, il fonctionnait pas avec les camps, il fonctionnait d'abord par la pression du conformisme et par l'interdit professionnel. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On vise à virer les gens qui ne pensent pas bien de leur emploi. Et dans le même temps, on retrouve Macron, macroncrature, dictature Macron, qui veut supprimer le gouvernement, qui fait pression et d'autres forces pour la suppression de l'anonymat sur Internet. Et moi, je défends l'anonymat sur Internet, je ne l'utilise pas, donc je suis très à l'aise pour le faire, mais je pense qu'il est légitime, qu'il est normal qu'un certain nombre de gens utilisent le pseudonyme pour pouvoir dire ce qu'ils veulent dire, de manière responsable, si possible quand même, mais sans risquer d'avoir des représailles professionnelles. Vous savez, le pseudonymat, ça existe en démocratie, ça s'appelle le secret du vote. Voilà. Et derrière le secret du vote, il faut fabriquer l'opinion. Et fabriquer l'opinion, aujourd'hui, ça se fait sur les réseaux sociaux. Il faut que les gens qui ont des opinions pas forcément conformes aux opinions dominantes puissent continuer à s'exprimer, y compris sous le pseudonyme. Le pseudonymat, c'est un élément de la liberté. Et cette affaire d'Amazon prouve à quel point c'est nécessaire et indispensable. Surtout que les deux personnes ont été licenciées pour des propos sur les gilets jaunes, de soutien aux gilets jaunes, alors que c'est quand même un sujet qui fait quand même largement consensus au sein de la population française et qui est même soutenu par une partie de la caste politico-médiatique, au moins de manière un peu souterraine. Donc on n'est pas sur des positions dures sur l'immigration, par exemple. Donc ça montre effectivement que l'anonymat est quand même malheureusement important. Nécessaire. Passons au troisième sujet, Bilal Hassani, idole médiatique malgré tout. Alors, il y a quelques temps, sur Immédiat, nous avions traité de Bilal Hassani, alors qu'il n'était encore qu'un candidat parmi d'autres pour représenter la France à l'Eurovision en 2019. Et nous avions imaginé qu'il serait choisi. Eh bien, ça n'a pas manqué. On a été visionnaires. On a du flair. Effectivement, puisque c'est bien lui, le youtubeur Bilal Hassani, idole queer des jeunes, nous dit Le Monde, qui représentera la France à l'Eurovision. Donc effectivement, on a eu du flair. Et là où le bas blesse, c'est que malgré son beau parcours, il aurait pu chuter presque mortellement, puisqu'il a été retrouvé par un média israélien des tweets dans lesquels il défendait Dieudonné et dans lesquels il accusait Israël de crimes contre l'humanité. Les tweets, les voici. Le crime contre l'humanité vient d'Israël. Et dans un autre, dans lequel il répondait au Grand Journal, « Sérieux, ne parlez pas comme ça de Dieudonné alors que vous allez chercher vos infos dans les poubelles. Apprenez la vérité. » Et les médias ont été étonnamment peu virulents face à Bilal Hassani. On l'a entendu se justifier notamment face à Cyril Hanouna, qui n'a pas cherché à aller beaucoup plus loin que ce que lui racontait Bilal Hassani. On l'écoute. J'utilise Twitter depuis très longtemps. Mon compte Twitter a été créé plus de 5 ans. Il a été créé il y a très longtemps. À l'époque, j'étais bête et naïf et je partageais mon mot de passe avec un paquet de personnes que j'avais jamais rencontrées. Bilal Hassani a également répondu aux questions du Parisien dans un entretien assez édifiant, titré « Face aux attaques, Bilal Hassani réagit. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ». Et on note dans cet entretien l'emploi d'un vocabulaire très orienté. Tout d'abord dans le chapeau, affecté par les multiples attaques dont il fait l'objet. Le jeune artiste répond aux polémiques. Et un autre terme utilisé, c'est la gorge nouée que Bilal Hassani s'est confié ce dimanche aux Parisiens. Donc dans cet entretien, après que Bilal Hassani ait expliqué que les tweets n'étaient pas de lui, la journaliste n'essaye même pas de creuser sur cette question-là et lui pose immédiatement une question très orientée. Est-ce que ça veut dire que pour certains, un garçon d'origine marocaine homosexuel comme vous ne peut pas représenter la France ?
Une question très orientée. Qui est l'œuvre d'une journaliste parisien? Qui est-elle? Il s'agit de Marie Poussel, qui semble, sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, tout simplement être une fan de Bilal Hassani. On le voit avec ses tweets dans lesquels elle apporte son soutien, ses félicitations à Bilal Hassani avant son entretien avec le représentant de la France à l'Eurovision. On comprend donc mieux la douceur de cet entretien et ces questions un peu orientées. Alors, Jean-Yves, sur ce traitement médiatique plutôt clément, qu'en pensez ? C'est pas du tout un obstacle d'être homosexuel d'origine marocaine pour aller représenter, entre guillemets, la France à l'Eurovision, puisque c'est précisément pour ça qu'il a été choisi. Puisque, c'est un jeune youtubeur, au demeurant plutôt sympathique, mais ce qui fait qu'il a été choisi et promu par les médias, c'est précisément qu'il a le double avantage à leurs yeux d'être d'origine marocaine et d'être homosexuel. C'est formidable, j'allais dire. Il porte des perruques en plus. Il porte une perruque en plus, il coche presque toutes les cases. Alors, on lui en veut pas. Alors, il a le droit, au fond, il a le droit d'aimer Dieudonné, ou il a le droit de pas aimer Israël. Après tout, c'est son droit. Mais à d'autres, on ne le pardonnerait pas. À d'autres, on ne le pardonnerait pas. À lui, on lui trouve des excuses, on accepte des excuses à 2 balles, du genre j'avais donné mon mot de passe à tout le monde, etc. Tiens, les gens, c'est peut-être vrai, oui. Enfin, les gens licenciés par Amazon auraient dû dire qu'ils avaient donné leur mot de passe Facebook à d'autres, non? C'est curieux. Eux, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, voilà. Ah oui, c'est 2 poids 2 mesures toujours. Donc, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est le soutien discret du Figaro, qui donne dans Figaro Vox la parole à Céline Pina, et sur Facebook, donc ce journal théoriquement ancré à droite, présente ainsi l'article. Pour l'essayiste Céline Pina, il faut arrêter d'exiger du jeune candidat à l'Eurovision qu'il colle au personnage politiquement correct qu'on attend de lui. Et le titre sur les publications Facebook est le suivant: laissons Bilal Hassani aller au bout de ses rêves, il n'a rien fait de mal. Donc on est sur un traitement qui est là encore très complaisant venant du Figaro. Non mais qu'on considère 2-3 tweets comme pas dramatiques, moi ça me choque pas du tout, seulement il faut le faire de manière systématique, voilà. Pour tout le monde. Ou alors les considérer dramatiques pour personne. Ou c'est dramatique pour tout le monde, ou c'est dramatique pour personne. Voilà, il faudrait être un peu équitable. Alors, ce qu'il est intéressant de faire aussi dans cette affaire, c'est le parallèle avec 2 autres personnalités médiatiques portées par les médias pendant un temps, Mehdi Meklat et Ménel, la candidate de The Voice voilée, qui avait provoqué la polémique en publiant sur les réseaux sociaux des publications dans lesquelles elle remettait en cause la version officielle, notamment concernant les attentats. Du 11 septembre, notamment. Oui, de plusieurs attentats différents. Et Mehdi Meklat, qui, dans des dizaines et des dizaines de tweets haineux et clairement très violents, avait lui aussi été épinglé. Et Mehdi Meklat, en tout cas, avait reçu encore dernièrement le soutien, ou en tout cas le droit de demander pardon dans les médias. Et là encore, on avait 2 personnes qui étaient effectivement issues des minorités. Je crois qu'il y a une tendance des médias de promouvoir effectivement des gens issus, ce que vous appelez les minorités, en l'occurrence c'est les minorités musulmanes, là, dans les 3 cas. Mehdi Meklat, j'en suis pas certain, mais en tout cas il est issu du Maghreb. Minorité, alors on va dire arabo-musulmane si on veut être plus juste. Il y a une volonté de les promouvoir. Bon, évidemment, le risque en les promouvant, c'est que ces gens-là, à un moment ou à un autre, aient tenu des propos plus ou moins discutables sur les attentats et plus ou moins discutables sur Israël. Donc ils ont du mal à trouver des gens venus de ces milieux-là qui veulent promouvoir au nom de la diversité, c'est-à-dire de la promotion de ce qui est étranger, pour parler français, et qui soient... alors, ils sont politiquement corrects sur pas mal de sujets, mais ils ont du mal à l'être sur tous, voilà. C'est la fin de cette émission, Jean-Yves. Je rappelle à nos téléspectateurs que les votes pour les Bobards d'Or, la cérémonie, sont toujours ouverts. On remet encore l'adresse à laquelle se rendre pour voter une première fois, puisqu'il y aura une deuxième session du vote durant la cérémonie des Bobards d'Or.
Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.